Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque je ne l'ai jamais faite sur ma chaîne. Je sais pas si vous avez vu ma study routine, donc ma toute dernière vidéo avant celle-ci, où je vous disais que je souhaitais arrêter de me concentrer uniquement sur le sujet du Japon, tout simplement parce que j'ai des centres d'intérêt diversifiés. Du coup je voulais un peu diversifier le contenu sur ma chaîne et ne pas rester uniquement concentrée sur ce sujet-là. Donc je sais que ça risque d'en décevoir certains d'entre vous qui me suivez uniquement pour le Japon, mais vous inquiétez pas, je vais tout de même parler du Japon, juste je vais parler d'autres choses également. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'une autre de mes passions qui est la lecture et donc vous présenter mes lectures de la saison hiver 2017-2018 et on va commencer tout de suite. Je vais donc commencer avec la trilogie Grisha dont j'ai les 3 tomes par ici, je les ai eu pour mon anniversaire, merci maman. Alors je les ai lus en 3 jours, autant vous dire que ça m'a vraiment captivée. Après oui j'avais le temps parce que j'avais des heures de train etc. Mais en tout cas j'ai pas pu les lâcher à partir du moment où j'ai commencé jusqu'à la fin du 3e tome du coup. Et c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi, je pense que ça fera partie de mes séries préférées du coup. Et je ne peux que vous la conseiller, donc on va en parler tout de suite. Alors honnêtement de base cette trilogie me tentait pas du tout, j'étais tombée sur la fiche sur Booknode et j'avais vu la couverture et le titre en français qui me tentait pas du tout en fait. C'était, je vais vous afficher la couverture par ici et le nom du premier tome c'était Les Orphelins du Royaume. Autant vous dire que je m'attendais pas à un truc génial quoi, ça semblait un peu basique quand même. Sauf que j'ai voulu lire Six of Crows, je sais pas trop comment ça se prononce, désolée pour la prononciation anglaise un peu moisie. Et en fait c'est du même auteur et quand je suis allée consulter le Wikia je me suis rendu compte que c'était une duologie donc qui venait après la trilogie Grisha. Donc j'avais pas envie de lire Six of Crows sans avoir lu Grisha et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me suis rendu compte qu'en fait les versions anglaises, donc que ce soit au niveau des titres ou des couvertures, c'était beaucoup plus joli que la version française, donc je me suis dit autant lui donner sa chance et donc j'ai commencé la trilogie Grisha. Donc je vais vous montrer un peu les 3 tomes que j'ai ici pour que vous voyez un peu en VO, que ça donne beaucoup plus envie de lire en fait. On a donc le premier tome Shadow and Bone, ensuite on a le 2e tome Siege and Storm et ensuite on a le 3e tome Rune and Rising. Donc je sais que je massacre les prononciations, pardon, mais bon. Donc ça donne beaucoup plus envie de lire que ce que j'avais vu de base et donc je m'y suis mis et ça m'a beaucoup plu. On en vient au résumé tout de suite. Alors il faut que je commence par vous dire que je suis un peu lassée des titres fantastiques actuels parce que je trouve qu'il y a beaucoup de répétitions. En général c'est soit de l'urban fantasy comme Mortal Instruments par exemple qui se passe donc aux États-Unis ou en Angleterre, soit c'est de la fantasy inspirée du monde médiéval européen. Donc avec beaucoup de noms celtiques etc. Et ce sont souvent les mêmes concepts qui reviennent encore et encore. Et ici donc dans Shadow and Bone, on parle maintenant du premier tome, j'ai été extrêmement satisfaite tout simplement parce que c'est un monde fantastique totalement inventé, inspiré de la Russie du XXe siècle. Donc autant vous dire que ça m'a fait une grande bouffée d'air frais, ça m'a fait très plaisir de changer un peu de type de fantastique donc et ça m'a beaucoup plu déjà rien que le concept dès que j'ai commencé à lire. Dans Grisha, nous suivons donc les aventures d'Alina, une jeune orpheline qui est totalement amoureuse de son meilleur ami mâle qu'il ne sait pas bien entendu. C'est un orphelin lui aussi et ils vivent tous les deux dans un pays appelé Ravka, inspiré donc de la Russie du XXe siècle comme on l'a dit précédemment. Et à Ravka, il y a une élite qu'on appelle les Grisha et qui ont des pouvoirs assez spéciaux. Ils peuvent par exemple contrôler le feu, l'eau, l'air ou guérir les gens, enfin ce genre de choses. Alina et Mal sont dans l'armée et un jour ils doivent traverser la nappe qui est une étendue d'ombre à l'intérieur de laquelle subsistent des monstres qui dévorent les êtres humains. Lorsqu'ils la traversent, ils se font attaquer et Alina découvre alors qu'elle a un pouvoir, qu'elle est une Grisha, mais une Grisha assez spéciale puisqu'elle peut invoquer la lumière et donc traverser la nappe en toute sécurité puisque les monstres à l'intérieur de celle-ci sont effrayés par la lumière. Puisqu'elle est la seule à posséder ce pouvoir qui pourrait sauver Ravka de la nappe d'ombre, elle est alors emmenée au palais et c'est là que toutes ses aventures commencent. C'est un livre qui est plutôt difficile à commencer parce qu'il y a beaucoup de termes inventés puisqu'on est dans un monde totalement créé. Sauf que ce sont des termes qui sonnent russes, je sais pas si c'est vraiment du russe parce que je ne parle pas du tout. Donc c'est assez difficile de se rappeler de tout au premier abord, mais ensuite ça va tout seul, vous en faites pas, juste accrochez-vous un petit peu et je vous assure que ça vaut le coup. Ce qui m'a plu dans ce livre c'est déjà le fait qu'on voit beaucoup d'environnement. On peut voir donc les plaines enneigées de Russie, enfin de Ravka. Plutôt on peut voir un bateau pirate, on peut voir le palais du tsar, on peut voir des tas de choses. Et c'est vraiment ce qui m'a plu parce qu'il y a vraiment un changement d'environnement au fil des tomes. Et je trouve que c'était vraiment attirant parce qu'on peut vivre pas mal d'aventures aux côtés d'Alina et c'est super intéressant je vous assure. Un jour j'ai lu sur internet qu'on est soit un auteur de description soit un auteur de dialogue. Ça va peut-être vous paraître bizarre mais en gros ça voudrait dire que soit
la majorité de la qualité de notre écriture se trouve dans les dialogues et la qualité de la description est un peu moins bonne, soit c'est l'inverse. Et depuis, à chaque fois que je lis un livre, j'essaye un peu de remarquer la différence de qualité et il arrive parfois que ce soit flagrant. Par exemple, l'auteur va concentrer toute son énergie, enfin ce qu'il me semble, dans les descriptions, les émotions des personnages, etc. Et du coup, les dialogues vont paraître un peu superficiels à côté. Personnellement, je pense que l'auteur de Grisha est doué pour les deux. Les dialogues sont pas superficiels par rapport aux descriptions qui sont super bien écrites d'ailleurs. Elles donnent pas trop de détails tout en donnant juste assez. On n'a pas le temps de s'ennuyer même si les descriptions sont quand même assez complètes puisque bien sûr il y a un monde complet à décrire et elles sont vraiment super agréables à lire. Donc les dialogues sont super bien écrits aussi, ils sont très réalistes. Souvent quand je lis des romans, je trouve des dialogues qui sont trop profonds, par exemple pour une relation avec des amis ou même pour la situation, et ceux de Grisha ne le sont pas. Ils sont vraiment assez bien écrits et il arrive parfois que les personnages soient super drôles. Ça va peut-être vous paraître exagéré, mais je trouve que Grisha est l'un des meilleurs livres que j'ai lus au niveau des dialogues. Donc honnêtement, si vous n'avez pas lu Grisha, je ne peux que vous le conseiller. Ça m'a vraiment été un superbe coup de cœur. J'ai pas pu le lâcher, donc en 3 jours je vous ai dit, je vous ai fini les 3 tomes. C'était vraiment exceptionnel et donc mon premier gros coup de cœur de l'année 2018 puisque je les ai lus en janvier. On passe donc à la partie spoiler de la vidéo qu'il faut éviter si vous n'avez pas encore lu le livre. Donc je vais vous afficher quelque part sur la vidéo et dans la description à quel moment il faut sauter pour pouvoir voir la suite sans vous faire spoiler. Alors si vous êtes resté avec moi parce que vous avez lu ces livres, il faut absolument que je vous parle de la fin. Je l'ai trouvée exceptionnelle, mais j'ai vu qu'elle avait pas eu tant de succès que ça en fait. Et j'ai vu pas mal de gens déçus sur Tumblr, etc. qui disaient oui, je comprends pas pourquoi Alina finit avec Mal, etc. J'aime pas du tout la fin, ça aurait pas dû finir comme ça. Et j'ai pas compris en fait. Parce que déjà moi je trouve que c'est une fin super parce qu'elle brise les stéréotypes. Je lis pas mal de young adult et en fait en général l'héroïne finit soit avec le bad boy, dark, etc. Donc il serait plutôt représenté par le darkling ici puisque voilà, vous savez, contrôle les ténèbres. Ou avec le perso super puissant, donc par exemple un Juan, un peureur, le chef de je sais pas trop quoi, qui serait donc représenté par Nicolas ici. Donc Alina avait ces deux possibilités et elle a quand même choisi Mal qui représente juste son ami d'enfance. Et au final, à partir du moment où il est plus amplificateur, il a plus vraiment quoi que ce soit de spécial. Et pourtant elle le choisit quand même parce que c'est ce qui est le plus proche d'elle en fait. Elle l'a toujours aimé, c'est ce qui est le plus proche de sa personnalité puisque elle l'aimait déjà avant de commencer ses aventures. Et oui, elle a changé, mais ça n'a pas changé. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien qu'elle finisse avec lui, qu'elle reste fidèle à elle-même. Parce qu'au final, le Darkling et Nicolas, il a boulé pour des raisons personnelles. En fait, il n'était pas amoureux d'elle. Donc contrairement à la plupart des livres young adult dont j'ai parlé précédemment, où en général tout le monde est amoureux de l'héroïne, là le Darkling l'a voulu pour son pouvoir et Nicolas il l'a voulu pour ce qu'elle représentait. Alors que Mal la voulait pour elle-même. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment super bien écrit et ça m'a beaucoup plu. Et j'avoue que j'étais pas super contente qu'elle perde son pouvoir parce que je sais que c'était tout pour elle. Mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle revienne à l'orphelinat parce qu'elle en parle tout le long de la trilogie dans son point de vue. Et tout le long on sent que c'est très précieux pour elle et j'ai trouvé ça super bien qu'elle puisse y retourner tout à la fin du livre. Et pour moi c'était vraiment une superbe conclusion en vérité, surtout quand les autres Grisha viennent lui rendre visite, etc. Je pense que c'était la meilleure façon pour elle d'être heureuse, donc avec Mal à l'orphelinat à s'en occuper. Alors maintenant je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu en e-book, c'est Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Il me semble que c'est le titre en français, mais personnellement je l'ai encore une fois lu en version originale. Enfin bref, je l'ai lu parce que le film va bientôt sortir et honnêtement, même si c'était pas un style auquel je suis habituée, j'ai pas du tout été déçue, ça m'a beaucoup plu et j'ai vraiment hâte de voir le film. Alors le style c'est assez tranche de vie lycéenne, ça parle de Simon, 16 ans, voilà, qui va au lycée, il voit ses amis, etc. Et en fait, ce que personne ne sait, c'est qu'il est gay. Une seule personne est au courant, c'est Blue, un autre lycéen à qui il envoie des mails mais de façon anonyme en fait. Il ne sait pas qui est Blue et Blue ne sait pas qui est Simon. Donc c'est assez intéressant de les voir évoluer tous les deux parce qu'ils sont dans la même école, peut-être qu'ils se fréquentent mais ils ne savent pas qui ils sont l'un et l'autre. Et j'avoue que ça tient vraiment au suspense en fait, on a vraiment envie de savoir qui est Blue. Et j'ai trouvé que Simon et avec tous ses amis, etc., tous les personnages étaient vraiment adorables. Et ça m'a vraiment beaucoup plu de suivre leur petite vie, etc. Même si, comme je l'ai dit, normalement, c'est vraiment pas trop mon style. Mais là, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. On se sent vraiment être dans la tête de Simon, donc un adolescent de 16 ans. Le style est très joli. Enfin, joli. Disons qu'on dirait vraiment que c'est lui qui parle. Et ça m'a beaucoup plu en fait.
Je l'ai pas vu passer, je l'ai lu allez, juste en 2 jours il me semble, et à chaque fois que je faisais autre chose j'avais envie de me remettre à ma lecture parce que j'avais vraiment envie d'arriver à la fin pour savoir qui était Blue. Et même la fin m'a pas déçue en fait, voilà, j'ai beaucoup apprécié ce livre et je vous le conseille à 100%. Je vais terminer avec encore un e-book, encore en version originale. Il me semble qu'il n'est pas sorti en français, je pense que ça doit être prévu, mais en vérité j'en sais rien du tout. À mon avis, il devrait sortir parce qu'il a eu pas mal de succès, c'est par une auteure assez reconnue, mais concrètement je ne peux pas du tout vous dire. Alors je vais vous épargner la prononciation du nom que je risque de massacrer, donc je vais juste vous le laisser afficher par ici pour que vous puissiez voir un peu. Alors l'histoire est assez compliquée à vous expliquer parce que disons que l'héroïne a une histoire un peu spéciale. Elle vivait dans le monde des humains jusqu'à ses 6 ans, qui est le moment où elle a été enlevée par le père de sa grande sœur, qui n'est pas son père, pour aller vivre dans le monde des fées. Donc depuis ses 6 ans et jusqu'à ses... elle me semble qu'elle a 17 ans, 16 ans, quelque chose comme ça. Elle vit dans le monde des fées qui n'est pas le sien et qui est vraiment extrêmement dangereux pour elle. Donc par exemple, elle est obligée de porter un collier de baies sèches pour ne pas se faire enchanter par les fées qui la rencontrent. Elle ne peut pas manger les aliments des fées, elle ne peut pas boire les boissons des fées, elle ne peut pas danser avec les fées, sinon voilà, c'est mortel pour les humains en vérité. C'est vraiment plein de risques partout, c'est un monde très difficile. Et comme si ce monde n'était pas suffisamment difficile, il y a un prince qui est extrêmement cruel avec Jude. En fait, il la harcèle un peu à l'école, il lui fait vraiment des coups horribles et ça énerve beaucoup de Jude qui décide de s'opposer à lui. En fait, elle va lui montrer qu'il ne peut pas la traiter comme ça et donc elle le défie. C'est donc l'histoire de Jude qu'on suit dans ce livre et Jude est vraiment un personnage que j'ai beaucoup apprécié tout simplement parce que même si elle est dans ce monde très difficile, elle ne cherche pas simplement à survivre en fait. Ce qu'elle veut, c'est du pouvoir. Tout simplement parce que même si elle ne fait pas partie de ce monde en tant que fée, en fait elle veut faire partie de la haute société, dirons-nous. En fait son rêve c'est de devenir chevalier pour pouvoir vraiment s'intégrer dans le monde des fées. Et j'ai trouvé que c'était une motivation vraiment intéressante parce qu'en plus elle fait tout pour y arriver, même des choses qui ne seraient pas vraiment moralement acceptables, dirons-nous. Et je trouve que c'était vraiment un personnage intéressant à suivre parce qu'elle n'est pas assoiffée de pouvoir, parce qu'elle a quand même des valeurs. Et pourtant elle veut vraiment être quelqu'un de puissant parce que à cause de ce monde difficile, toute sa vie elle a été, disons, écrasée sous le poids des pouvoirs des fées, etc. qui, disons, lui menaient un peu la vie dure. Mais même mis à part cette soif de pouvoir, la personnalité de Jude est assez intéressante parce qu'elle a vraiment une crise d'identité. Elle est humaine et pourtant elle a toujours vécu dans le pays des fées, donc elle a l'impression que même si ce monde est presque mortel pour elle, c'est le sien. Elle a vraiment envie d'en faire partie, de l'intégrer et j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant à suivre comme développement. Et face à Jude, on a donc Cardan, le prince arrogant, méchant, etc. Et je l'ai quand même trouvé assez différent des stéréotypes de prince ténébreux qu'on voit souvent dans les romans de fantasy. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé assez intéressant de le suivre parce qu'il est vraiment méchant, je trouve, et il la déteste vraiment. Donc en fait tout au long du roman on les voit s'opposer, ces deux forces là, donc Jude et Cardan, et j'ai trouvé que leur relation était quand même assez intéressante à suivre. On a donc cette relation, ce monde là, la personnalité de Jude, tout ça sur fond d'intrigue assez politique, enfin vous voyez ce à quoi on peut s'attendre avec un prince, etc. Elle qui veut du pouvoir, enfin bref. Je vais pas vous décrire ce qui se passe dans le livre, je pense que vous pouvez découvrir ça. Je préfère vous prévenir parce que je n'étais pas au courant, mais c'est un premier tome et il me semble que le tome 2 sortira en janvier 2019. Et malheureusement la fin du premier tome est assez satisfaisante pour qu'on veuille absolument lire la suite tout de suite. Or il reste beaucoup de temps à attendre. Voilà. C'est là-dessus que je termine ma présentation de mes lectures de l'hiver 2017-2018. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour me parler de vos lectures. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez lu cet hiver? Me donner votre avis sur les livres que j'ai commentés. Enfin, en discuter avec moi. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler de tout ça avec vous. Je sais que ça faisait pas beaucoup de livres, mais après tout il y avait une trilogie au milieu, donc j'espère que vous me pardonnerez. Et je suis déjà en train de lire le premier livre donc de mes lectures du printemps, et ce livre là c'est To Kill a Kingdom. Et je vous en parlerai donc dans la prochaine vidéo sur mes lectures de printemps que j'espère avoir le temps de faire. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.